Alors, tu as un truc à dire ou pas sur la partie ukrainienne du fleuve? Non, 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 non. J'attends avec Voilà. gourmandise nos amis Alors maintenant, on va parler sur de la nos amis, désinformation. les experts télévisés. Hein, donc certains, après avoir en vrac dit que l'armée russe allait s'effondrer, que les Russes avaient plus que des pelles pour se battre. Bon, j'en passe et des meilleurs. J'ai dû en oublier, là, c'est l'essentiel. Hein. Si, 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 les machines à laver démontées pour avoir Oui, des les machines à puces. laver. Pierre Servant, qui, de sources sûres, affirmait que 20 000 Russes étaient restés coincés sur la rive ouest du Dniepr au niveau de Kherson. 20 000 Russes, ça veut dire 20 000 prisonniers, hein, s'ils sont restés coincés. On les cherche toujours, les Ukrainiens les cherchent toujours, ils ne les ont pas trouvés. Donc voilà, tous ces grands experts, très honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient, soit pour ceux qui ont été des militaires, retourner sur les bancs de l'école de guerre, et puis les autres de se poser vraiment la question de leur compétences en termes d'analyse. Hein, Mais puisque, Hervé, ils sont toujours invités. Le servant Garcia est toujours invité. Il oui, vient mais il a toujours son contrat. doctement. Et les journalistes qui sont en face de lui sont aussi stupides que lui, ou bien savent parfaitement ce qu'ils font et décident, en se déshonorant, décident de continuer la propagande, quoi. Enfin, moi, je veux dire, on sait qui il est maintenant, on sait qui il est, hein, le servant Garcia. Donc, je me répète, mais c'est surtout que le système continue à l'employer, quoi. Dans quel but? Mais, oui, mais en tout cas, Internet, c'est cruel quand même, tu vois. Parce que, bon, moi, je sais que par prudence, je fais rarement des prédictions, je fais des hypothèses, ce qui est différent. Hein, et pour tout d'ailleurs, hein, c'est ce que j'ai appris à faire même dans mon métier de gestion de crise et de conseil en gestion et communication de crise. Je ne fais pas de prédictions. Et je pense que la pire des choses, d'ailleurs, la pire des impostures, c'est commencer à faire des prédictions. Hein, il faut simplement dire voilà ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer. Et quelles sont les chances potentiellement que ça puisse se passer ou pas. Hein. Mais quand on dit scénario privilégié, implosion du système russe, ça veut dire quoi? C'est grotesque. Implosion, système, on est vraiment dans les mots, quoi, des mots qui sont hors sol, quoi. Il n'y a pas de sens derrière. Hein. Donc c'était encore ton ami le servant Garcia. Alors toujours pareil. Hein, alors c'est normal. Mais je me demande parfois si ce n'est pas la source d'LCI. En tout cas, c'est certainement la source des Ukrainiennes qui sont sur les plateaux télé. Ça, ce sont les statistiques de pertes russes sur la Pravda ukrainienne. Donc, il faut imaginer quand même le niveau de perte. Hein. On est à 300 000 morts, 322 avions, 324 hélicoptères, plus de 5000 chars, plus de 10 000 véhicules blindés, 7 000, vous vous rendez compte, mais dans ce cas-là, la guerre, elle est terminée. 20 bateaux, la guerre, elle est terminée, on n'en parle plus. Non, il faut rester sérieux, quoi. Hein. C'est toujours pareil, en fait. Euh, Soit si les Russes sont si mauvais qu'on le dit et que la guerre dure, c'est qu'en face, soit c'est pareil ou pire, bah oui. Et la deuxième solution, c'est que c'est faux. Et bon, en fait, on s'aperçoit que c'est certainement la deuxième solution qui est la solution la plus rationnelle. C'est comme ça qu'on démonte des faits de propagande. Toujours très intéressant, il y a un compte sur Twitter, Jimmy Thomist, qui en fait refait une analyse également des fameuses statistiques d'Orix et qui permettent à la grande majorité des analystes que l'on voit sur le plateau télé d'avoir conduit d'avoir donné des conclusions ou des prédictions, ce qui est pire, qui se sont jamais réalisées. Voilà. Donc c'est un vrai fiasco, je trouve, pour la majorité des analystes militaires. Un exemple, le général Yakovlev, alors très paradoxalement, le changement de posture depuis qu'il y a la guerre en Palestine, par rapport à des faits qui étaient reprochés à l'armée russe, ils ont du mal à les reprocher à l'armée israélienne, alors que, également de manière très très surprenante, des analystes comme le général Yakovlev se positionnent de manière beaucoup plus mesurée dans le cas du conflit sur la bande de Gaza. En tous les cas, le général Yakovlev fait son chemin de Damas sur le conflit en Ukraine. En tout cas, c'est très, très étonnant de voir rétrospectivement le changement de posture. Comme quoi, la punchline, c'est jamais très sérieux. Et puis, ça peut être aussi dangereux pour lui
sur le plan de sa réputation. Parce que quand on parle d'ucranium, il y a un an en disant que Poutine a pris de l'ucranium, je pense que lui, il a pris du russanium en ce moment. Hein, et ça va être compliqué pour lui. Alors, moi, j'ajoute une chose le concernant lui, mais bon, il est représentatif d'un certain nombre d'autres, c'est que tout son discours visait à mentir aux Ukrainiens, c'est-à-dire qu'il leur racontait quelque chose qui n'était pas la réalité. Hein. Et aujourd'hui, une fois qu'il a contribué, c'est pas à cause de lui uniquement, mais il a contribué à l'impasse à laquelle l'Ukraine est confrontée et au coût de cette impasse. Maintenant, il prend des distances et il dit ah oui, ils ont échoué, alors c'est pas la peine d'insister, mais tu leur as dit d'insister depuis 1 an et demi. Et moi, je suis scandalisé par ce comportement-là, au-delà de la divergence dans les analyses, au-delà des sympathies qu'on peut avoir pour l'un, pour l'autre, ou d'une cause qu'on défend, ce qui peut être légitime. Là, on a envoyé des gens à la mort. Et maintenant que l'impasse est avérée, enfin l'impasse pour la partie ukrainienne, parce que je pense que c'est pas la même chose pour la partie russe, on prend des distances et on traite les Ukrainiens par-dessous la jambe. C'est de votre faute, quoi. C'est de votre faute. Ça, c'est assez déshonorant. Alors, maintenant, si on s'intéresse à ces changements de posture, eh bien, oui, il y a des analystes comme Michel Goya qui reviennent sur des postures qui sont beaucoup plus rationnelles et factuelles dans le cas du conflit de Gaza. Il y a moins d'idéologie. Hein, donc, c'est intéressant de voir ces changements de posture et peut-être aussi d'une certaine manière, parce que après s'être confronté à des déclarations trop militantes par rapport à celles qui auraient dû être tenues par un analyste militaire. Alors, évidemment, ces débats que je trouve indécents sur le nombre de morts, en mettant en doute les chiffres, en faisant des débats de chiffres, hein, ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque rapidement, même les États-Unis ont donné du crédit au nombre de morts civils sur Gaza. Il était annoncé. Et bien sûr, ensuite, concernant la désinformation, il y a les punaises de lit, et puis notre ami Didier François, qui pourtant est un journaliste de terrain, qui a été kidnappé et otage pendant un an, il me semble, de l'État islamique, qui vraiment, lui, est devenu le nouvel analyste militaire militant de LCI. On le voit très, très souvent sur les plateaux, aussi bien sur le conflit de Gaza que sur le conflit en Ukraine. Et bon, là, la dernière sortie de sa part, c'est à propos des étoiles de David qui avaient été peintes en bleu sur des meubles de la région parisienne. Hein. Comme je dis, hein, c'est le commando pochoir de Poutine, en fait. Hein. Non, mais faut rester sérieux quand même. Alors, surtout que c'est bizarre cette affaire. Quand moi j'ai vu les photos des pochoirs, justement, enfin des peintures, je les trouvais assez propres, bleus, etc. Donc, c'était pas des croix gammées mis à la va-vite avec des morts aux juifs qui existent. Hein. Bien Donc, sûr. ça, faut pas se raconter d'histoire. Et donc, je me suis dit que c'est curieux. Donc, on a arrêté deux Moldaves, hein, et paraît-il, on a identifié le commanditaire et qui a dit, oui, mais attendez, moi, c'était une façon de soutenir Israël. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je veux dire, quelque part, que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ça a été utilisé. Mais je trouvais que cette présentation était relativement plausible parce que elle était belle, cette peinture. Elle était, enfin, elle était bien, quoi. Donc, je ne sais pas du tout si elle était antisémite. Alors, sur les polémiques avec l'histoire des punaises de lit, il y a une propagande qui a lieu actuellement et qui m'a bien fait rire, c'est que Emmanuel Macron a été au Kazakhstan et après, la presse du Kazakhstan a dit qu'il y avait, sans faire le lien, hein, bien évidemment, a dit qu'il y avait dans les immeubles de grande hauteur une invasion de punaises de lit. Et naturellement, les Russes se sont précipités là-dessus en disant qu'il y avait un lien de cause à effet. Et Poutine est attendu au Kazakhstan
Et donc, les réseaux russes disent qu'il a demandé scrupuleusement, comme il avait mis Macron à l'autre bout de la table, dans la fameuse rencontre, qu'il avait demandé à ne pas être logé dans les mêmes endroits que d'Emmanuel Macron pour ne pas risquer lui aussi l'invasion des punaises de lit. Bon, ça c'est un petit peu pour sourire, un contexte qui est malheureusement quand même tragique, quoi. Alors, on en revient à ce que tu disais concernant cette baisse de morale et de volonté de se battre de la population ukrainienne. C'est un article du Monde diplomatique, un journal toujours très, très intéressant à lire, hein, le Monde diplomatique. Hein. Eh bien, il n'y a plus de file d'attente devant les bureaux d'enrôlement. Hein, et puis, les mutilés de guerre, tous ces gens qui ont subi les traumatismes physiques ou psychologiques de la guerre sont de plus en plus nombreux en Ukraine. Également, une excellente analyse que je conseille hein, sur le conflit Israël-Gaza, qui émane d'une dame qui est euh, Leslie Varenne. Hein. Donc, elle a un site qui s'appelle Iveris. Je vous conseille d'y aller. Et les analyses sont toujours très, très bien écrites et très pertinentes. Également, une interview du général Vincent Desportes. Alors, je ne souscris pas forcément à toutes ces analyses, parce que ça reste quand même un intellectuel et qui aime bien manier les concepts. Mais ces interviews sont toujours intéressantes à suivre. Alors, une chaîne que je vous conseille, c'est Le Canard Réfractaire. Je ne sais pas si tu connais, Régis. Oh, si, j'en ai vu quelques-unes, très proches de LFI, hein. Ah oui, oui, voilà, c'est très proche, c'est militant. C'est Hein. pas une critique, hein. Non, 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 Je- mais bon, il faut savoir toujours ce qu'on regarde. Quand on regarde TV Liberté, voilà. on sait ce qu'on regarde. Quand on regarde Le Canard Réfractaire, on sait ce qu'on regarde. Le problème, c'est que les gens, quand ils regardent BFM ou LCI ou CNews ou des grands médias, pas tous, mais la majorité ne savent pas ce qu'ils regardent. Ils ne savent pas quelle est la posture rédactionnelle, la posture idéologique. Alors que là, très clairement, on sait. En tout cas, une très bonne vidéo sur les enjeux géopolitiques du gaz de l'État hébreu. Je vous conseille de la regarder. Elle est vraiment très pertinente. Et puis justement, on est vraiment dans le factuel. Il n'y a pas d'analyse militante. Également, une interview intéressante de Anne-Laure Bonnel sur le média que tu connais bien, Régis, Toxin, sur lequel tu fais des interventions entre 4 heures et 5 heures du matin, c'est ce que tu m'as dit? Non, mais la dernière fois, je m'étais trompé d'heure en plus et tout. Et je fais une chronique avec Alexandre Langlois, l'ancien policier, tous les jeudis matins, police-justice, sur un autre de mes champs d'intervention. Et le réveil que j'avais mis a sonné. Il y a eu des rappels pendant l'émission, donc les gens ont dû se dire, il doit dormir encore, hein, c'est pour ça qu'il est confus. Voilà. Non, mais Toxin, j'en profite pour en dire un petit mot. C'est Clément Souliakova qui a monté ce projet vaillamment et qui a lancé un nouveau média qui est assez intéressant, avec une parole libre qu'on va qualifier un peu de dissident. Et donc, voilà, elle m'a demandé de prendre en charge une chronique hebdomadaire. Je le fais avec plaisir. Donc, une bonne intervention de Anne-Laure Bonnel, hein, où quasiment tout est dit. Il y a simplement un petit bémol sur les pertes russes. Hein. Je pense qu'elle s'est laissée un petit peu emporter par le chiffre. Pour tout ce qui concerne les pertes russes, il faut suivre la source Mediazona, hein, c'est l'opposition russe. Elle suit les pertes hein, et elle n'a aucun intérêt à les amenuiser. Hein. Donc, et elle fait un travail statistique cette position sur ce média, Mediazona, qui est assez pointu. Et donc l'intervention d'Anne-Laure Bonnel, qui est sur le plan, on va dire, géopolitique général, et on en revient à ce que tu disais au début de cette vidéo, hein, on est dans l'ère du chaos, hein, tous ces conflits qui se réveillent, ces conflits qui n'avaient pas été solutionnés avec la fin de l'affrontement Est-Ouest, et qui depuis 91, en fait, étaient plus ou moins endormis et qui se réveillent. Également sur la chaîne Omerta, une chaîne que je vous conseille, hein, une excellente interview de Émeric Choprade, qui est un géopolitologue qui est connu. Hein. Moi, je l'ai eu à l'école de guerre comme géopolitologue, et quand il faisait les cours de
géopolitique, pardon, géopolitique. Et donc, après, il a été obligé de quitter l'école de guerre parce qu'il a été élu député européen du Rassemblement national. Bon, bref, il y a différentes prises de position. Mais c'est un adepte de la realpolitik, comme on dit. Et il est très intéressant également à regarder. Il explique très bien le contexte international et les évolutions possibles à moyen et voire long terme. Et enfin, à chaque, à chaque, à chaque César, son honneur, on pourrait dire. Hein, la dernière vidéo de Sylvain Ferreira, qui était un habitué de la chaîne il y a encore 6 mois, c'est ça? Il y a plus de 6 Oui, mois? enfin, oui, peut-être un peu plus. Voilà. Qui a créé sa chaîne d'histoire militaire. Ah bon. Et je trouvais il a fait son dernier bulletin numéro 10, c'est intéressant, notamment sur la partie analyse politico-militaire du conflit de Gaza. Je vous conseille de la regarder. C'est vraiment, je pense qu'il tape dans le mille, hormis sur le fait qu'il fait encore le parallèle entre Mossoul et puis Fallujah. Moi, je suis beaucoup plus critique par rapport à ce parallèle. On verra à l'issue s'il n'y a pas une nouvelle analyse de cette bataille de Gaza qui sera très différente, à mon avis, de celle de Fallujah et de Mossoul, puisque l'adversaire est très différent. Voilà, ben, écoutez, j'en ai terminé. Je vais arrêter le partage de mon écran. Eh bien, allons-y. Hop, voilà. Nous y sommes. Bon, eh bien, merci encore, Hervé, pour ce travail. Et c'est vraiment, je répète ce que j'ai dit en commençant, c'est vraiment la volonté de venir voir concrètement ce qui se passe. Ça n'empêche pas la passion, ça n'empêche pas les affects, ça n'empêche pas les émotions, loin de là, surtout en ce moment avec ce qui se passe à Gaza. Mais ça permet de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passe en réalité, quels sont les ressorts, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain. Donc, c'est le boulot qu'on essaye de faire. Je dirais aujourd'hui, au-delà de la réinformation, qui était d'aller à l'encontre d'une propagande, là, c'est plutôt de rentrer dans l'histoire telle qu'elle se fait tous les jours et de donner les moyens de mieux la comprendre. Voilà, donc merci encore Hervé et à tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre et je rappelle qu'ils doivent nous soutenir, je dis à très bientôt. Au revoir. Bon, eh bien écoutez, à la prochaine fois.